Bonjour à tous. Merci. Vous êtes sur la conférence qui est intitulée Le défi de la rénovation énergétique. Donc, on va avoir pendant 3 quarts d'heure l'opportunité de parler de cet enjeu majeur qui est la rénovation énergétique. 3 quarts d'heure, c'est à la fois long et extrêmement rapide vu l'ampleur du sujet. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, le défi principal va être de respecter le timing. Donc, je suis ravie que vous soyez installés et qu'on puisse démarrer juste à l'heure. Merci à vous. Depuis les premiers enjeux, depuis que les pouvoirs publics ont clairement pris position sur les enjeux et la nécessité de réduire les gaz à effet de serre et de mettre l'accent sur les rénovations énergétiques, beaucoup de mesures ont été prises et les objectifs paraissent toujours aussi insurmontables et de nombreux obstacles sont identifiés, certains sont levés, d'autres apparaissent, et ça va être le sujet de la discussion de ce jour, comment appréhender au mieux ces défis. Pour traiter le sujet, 4 intervenants, merci à vous. Je vais faire un rapide tour de table pour vous les présenter. Je commence par Olivier Gaudin, qui est président fondateur de la société Solissart. Bonjour Olivier. Hakim Amadou, qui est ingénieur bâtiment et géothermie pour la délégation régionale de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Hakim. Nadège Bernard, vous êtes fondatrice de la société SolarPaint, qui fait des peintures qui permettent le rafraîchissement à l'intérieur de bâtiments. Bienvenue, merci. Martin Desbrières, vous êtes responsable de l'antenne lyonnaise de la société Adviseo, qui travaille sur de l'audit de performance énergétique et de recommandations en termes de performance énergétique. Merci à tous les 4. En ce qui me concerne, moi je suis Céline Fallot, je suis responsable innovation pour le pôle de compétitivité Tenerdis. Tenerdis, c'est un réseau d'acteurs qui travaillent ensemble pour la transition énergétique, pour l'émergence de projets collaboratifs dans les phases amont, de montage, de financement et de déploiement. Et donc on embarque l'ensemble des écosystèmes qui vont bien pour donner toutes leurs chances aux projets d'innovation de trouver leur marché au niveau régional, national et européen. Et donc on est très heureux d'être partenaire du Mix sur cette édition et en ce qui me concerne plus spécifiquement sur cette session bâtiment. Merci à vous. Je propose qu'on commence donc par Hakim Amadou sur la partie sur l'ADEME. L'ADEME accompagne des projets depuis longue date. Quel bilan peut-on tirer des accompagnements qui ont été faits et des perspectives à venir sur ce volet accompagnement par les pouvoirs publics? Bonjour à toutes et tous. Alors oui, tu fais bien de préciser les actions de l'ADEME, mais de manière plus large des pouvoirs publics auxquels l'ADEME peut être amené à participer. Alors c'est les actions d'accompagnement, sur un plan législatif et sur les grandes lois, ça remonte déjà au Grenelle de l'environnement. Donc il y a déjà quelques années, mais ensuite poursuivi en 2015 avec la loi sur l'énergie et la croissance verte, et plus récemment la loi Elan de 2018 et la loi climat-énergie. Et on voit déjà que lors du Grenelle, c'était les années 2007-2009, il y avait déjà des éléments un peu structurants dont on va probablement parler sur le tertiaire. Par exemple, l'idée d'obliger à faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments tertiaires, ça datait déjà de la loi Grenelle 2 qui a été repris par la loi Elan et avec un décret tertiaire qui est aujourd'hui opérationnel et bien en place avec des outils permettant aux assujettis de remplir leurs obligations. En termes d'accompagnement, alors ce qu'il faut voir, c'est déjà accompagnement pour faire quoi, sur quoi. Le bâtiment, c'est à peu près 46% des consommations d'énergie finale en France. Donc c'est le premier secteur. Et dans le bâtiment, les 2/3 sont des consommations d'énergie imputables au logement. 33 millions de logements. Donc les premières mesures d'accompagnement ont été mises en œuvre sur le logement. Et on peut citer là la mise en œuvre du service public d'efficacité énergétique de l'habitat, qui permet, qui est aujourd'hui adossé à MaPrimeRénov', je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est l'outil principal de financement des particuliers pour réaliser des travaux de maîtrise de l'énergie.
et qui permet de déployer du conseil objectif de qualité gratuit pour éclairer la prise de décision des particuliers. Par exemple, en 2021, là je regardais hier un petit reporting, c'est à peu près 100 000 actes de conseils, d'information, de conseils et d'accompagnement de projets qui ont pu être apportés. Et puis pour MaPrimeRénov', en termes de déploiement des aides financières des pouvoirs publics, l'État a financé près de 80 000 opérations de rénovation pour un peu moins de 300 millions d'euros d'aide et qui sont en très forte augmentation par rapport à 2020. On voit que voilà, ça s'amplifie. Malgré tout, il reste des éléments d'amélioration, et notamment la rénovation globale, parce que l'objectif est d'arriver, donc selon la loi TEPCV 2015, d'avoir un parc en 2050 qui soit assimilé bâtiment basse consommation. Donc on voit ce qui manque, au-delà des interventions par geste, c'est des interventions plutôt de rénovation globale. Et sur le tertiaire, alors le tertiaire public, il y a pas mal d'actions qui ont été mises en œuvre. Nous, l'ADEME, on s'est plutôt attaché à déployer de l'ingénierie technique et financière en s'appuyant, et notamment pour les petites communes qui sont peu dotées de moyens de montage de projets. Donc voilà, donc on a des programmes, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, un programme européen qui s'appelle Bapora, qui permet avec des syndicats d'énergie, des sociétés publiques locales, des agences locales de l'énergie, de pouvoir structurer un service d'accompagnement de A à Z à des petites collectivités, et avec de la technique, de l'ingénierie technique, mais aussi financière. Et le financement, c'est souvent le bouclage d'un plan de financement, c'est souvent un peu le point central. Comment arriver à montrer qu'on peut financer des travaux sur le long terme en intégrant également le recours à l'emprunt, qui n'est pas forcément bien vu par des collectivités locales. Et puis un dernier mot sur le tertiaire privé, parce qu'on parle, c'est assez visible toutes les actions sur le tertiaire public, mais encore très peu sur le tertiaire privé, alors que les enjeux sont colossaux. C'est ce qu'on se disait là tout à l'heure, juste avant en préparant cette table ronde. Dans le tertiaire, le privé, c'est presque 80% des surfaces. 70% des surfaces assujetties au décret tertiaire, donc les plus de 1000 m², sont dans le tertiaire privé. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 300 000 bâtiments. Et dans des branches qui sont très différentes les unes des autres, entre des commerces, des hôtels, des restaurants, des bureaux, des bâtiments sportifs. Voilà. Donc là, il y a un très fort enjeu de connaissances, et on est avec un certain nombre d'acteurs impliqués dans des études un peu de fond pour mieux caractériser et segmenter ces différentes branches d'activité. Très bien. Merci pour ce panorama vu des aides publiques. Regardons maintenant du côté des gestionnaires de bâtiments qui eux-mêmes surveillent leur consommation, et donc le décret tertiaire les incite fortement à le faire. Comment voyez-vous l'évolution? Est-ce que ça peut contribuer à créer des modèles économiques gagnants suite à justement ce déploiement et cette mise en œuvre à venir du décret tertiaire? Oui, tout à fait. Le décret tertiaire, nous on remarque dans notre activité que ça a beaucoup impacté les besoins des clients. Avant, on était, nous, pour replacer un peu le contexte, Adviseo, on est une société de conseil en efficacité énergétique. L'objectif étant de générer des économies d'énergie. L'efficacité énergétique, ça reste assez large. Il y a plein de manières d'aborder cette thématique. Nous, on a abordé ce sujet sous le prisme de la mesure, du monitoring. Donc, qui dit mesure, monitoring, dit flux de données, dit capteur, dit un gros volume, des flux de données importants. Ce volume de data en fait qu'on va traiter, pour nous, la data, c'est pas une fin en soi, ça reste un outil. Et on est convaincu que la data sans l'expertise terrain, ça suffit pas. Cependant, cette utilisation de la donnée, ça permet d'apporter un certain pragmatisme dans justement des stratégies de rénovation énergétique, et notamment dans cette approche sur le décret tertiaire pour atteindre sur le moins 40, moins 50, moins 60% du décret tertiaire. Donc notamment sur les gestionnaires de parcs avec des patrimoines multisites qui sont importants. D'apporter un peu de pragmatisme, de réalisme en fait dans cette démarche, et pour qu'il y ait une cohérence économique aussi dans tout ça.
Très bien, merci. Donc les opérations de rénovation, c'est aussi l'occasion d'embarquer la production d'énergie sur les bâtiments de manière à justement amplifier aussi et atteindre un autre objectif collectif qui est celui d'amplifier la production d'énergie renouvelable. Comment est-ce que ça se concrétise pour vous qui facilitez donc la production d'énergie renouvelable, à commencer par le solaire thermique, et quelle place peut-on donner au vecteur chaleur dans ces opérations de rénovation? Alors la chaleur, c'est presque la moitié de nos consommations d'énergie. C'est 2 fois plus que l'électricité et le transport. Donc tous nos enjeux sont sur la chaleur. Pourquoi nos enjeux? Parce que c'est le poste le plus facilement décarbonable, l'électricité étant peu carbonée, et c'est le plus gros en quantité d'énergie. Pourquoi c'est aussi le plus facilement décarbonable? Parce que vous connaissez peut-être tous le photovoltaïque qui va convertir cette chaleur qu'on reçoit du soleil en électricité. L'avantage du thermique, c'est que on produit 3 fois plus parce que cette chaleur, on va la valoriser directement pour chauffer nos maisons, chauffer notre chaude, chauffer les process industriels. Et donc, on est sur des rendements et des retours sur investissement qui sont bien meilleurs pour traiter le post-chauffage. Donc, c'est une solution qui permet d'avoir d'excellents retours sur investissement, et c'est une solution qui permet d'aller jusqu'à l'autonomie. Donc, Solissart, on est industriel français, basé en Savoie. La moitié des chauffages solaires installés en France sortent de nos usines. Et aujourd'hui, avec les progrès technologiques qui ont été faits sur ces dernières décennies, on est capable d'aller jusqu'à 75% d'économie sur le poste chauffage et eau chaude en rénovation et 95% sur le poste chauffage et eau chaude dans le neuf. Alors pourquoi un peu plus dans le neuf ou des maisons réhabilitées thermiquement? C'est parce qu'on arrive à passer des plus longues périodes sans soleil. Et donc, on a des chauffages solaires, des maisons qui consomment 50 € chauffage et eau chaude par an, pour vous donner un peu la pertinence du thermique. Et en réno, 300 € chauffage par an, pas par mois, hein, pas par an, pas par mois. Voilà, pour vous donner un petit peu l'intérêt de ces solutions. Merci Olivier. Et maintenant, je me retourne vers vous, Nadège. Vous développez une nouvelle solution. Justement, quelle place laisse-t-on à l'innovation lorsque on adresse la filière bâtiment qui concerne énormément d'acteurs? On doit jouer entre les différents métiers, les différents corps d'État. Comment est-ce que ça se passe pour vous et où sont les enjeux dans cette coordination? Alors, en effet, aujourd'hui, d'être innovant et d'aller dans le sens de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est très compliqué. On peut avoir un produit innovant et persuader que la solution est la meilleure pour amener les garanties, les bénéfices recherchés qui peuvent être sociaux, environnementaux et économiques. Il faut pas se leurrer. Mais on a besoin d'accompagnement. Et l'accompagnement, en fait, et je suis ravie de cette table ronde et de par les échanges qu'on a déjà eus tout à l'heure ensemble, l'accompagnement, il se fait de tous les acteurs en fait, de la rénovation énergétique. C'est-à-dire que d'une envie de rénover son bâtiment et d'aller atteindre par une obligation du décret tertiaire, il faut se faire accompagner. Donc, on peut se faire accompagner en effet d'un bureau d'études, on peut se faire accompagner d'aides financières et d'études de l'ADEME. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est que toutes nos solutions sont additionnables pour arriver aux objectifs qu'on veut atteindre. Nous, on a une solution qui, quelque part, est un peu ancestrale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on amène de la blancheur sur une toiture, tout simplement pour refroidir un bâtiment. En Grèce, on peignait à la chaux, et c'est un procédé aujourd'hui qui existe déjà aux États-Unis. Nous, ça fait 1 an c'est un produit français, une peinture française élaborée dans un bureau de recherche et de développement français avec une usine. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a besoin, lorsqu'on est innovant et qu'on a pu apporter une solution d'économie d'énergie sur un poste clim, par exemple, parce que le fait de refroidir une toiture, on va bien évidemment baisser la température intérieure d'un bâtiment. On a besoin de preuves, donc on a besoin d'être accompagné, aidé, et tous les acteurs peuvent avoir une transversalité par rapport à leur domaine de compétences. Et on peut aussi bien mettre des panneaux photovoltaïques, peindre une toiture blanche et se faire accompagner d'un bureau d'études qui va donner des études prouvées avec des capteurs et des sondes, du data, et des aides financières, des accompagnements, en tout cas sur des projets pour les bâtiments publics, mais aussi pour les bâtiments tertiaires, commerciaux. Il faut vraiment
que ça soit quelque chose de très communicant. On est tous dans le même objectif, on est tous dans la même démarche, mais il faut savoir s'appuyer de tous. Voilà. Très bien, merci. On a besoin de preuves, on a besoin de retours, de chiffres, d'expérimentation, et aussi pour construire les modèles économiques. Donc il y a une question sur la performance et la garantie de performance, parce qu'on va réussir à embarquer les maîtres d'œuvre à aller sur des travaux pour peu ils puissent avoir donc une certaine garantie sur la performance qui sera obtenue à l'issue des travaux. On l'identifie clairement comme un des enjeux de cette rénovation. Comment est-ce qu'on peut traiter cet enjeu-là? Comment, côté Adviseo, comment travaillez-vous sur cet enjeu de garantie de performance? Donc effectivement, la garantie de performance, c'est un enjeu majeur quand on s'engage dans les économies d'énergie, qu'on soit sur ce qu'on appelle le management de l'énergie, qui vont être des opérations plutôt légères, avec des temps de retour sur investissement plutôt courts, ou sur des opérations de rénovation énergétique lourde. Donc pour ça, il y a plusieurs outils juridiques. On parle beaucoup de CPE. Il y a aussi le CME, j'en parlais rapidement, c'est le contrat de management de l'énergie. Donc nous, c'est ce qu'on faisait beaucoup plus avant, où là, on est concentré en fait sur des actions qu'on appelle quick win, donc avec des temps de retour sur investissement court, enfin immédiat, voire très court. Où là, l'investissement n'est pas porté par le contractant, les investissements, s'il y a, sont portés par le client final. Ça permet d'atteindre un certain nombre de pourcents d'économie d'énergie, mais on n'est pas sur des seuils de 30-40% d'économie d'énergie comme on va être dans le cadre de CPE. Donc c'est des contrats plutôt dans la durée, qui vont plus être sur de l'optimisation légère, mais qui vont permettre quand même de garantir des économies d'énergie avec un système éventuellement ou pas de bonus-malus sur les économies d'énergie. Et après, l'autre outil qui est beaucoup plus connu, qui est le contrat de performance énergétique. Donc là, la grosse différence avec le CME, c'est que les investissements sont portés par le contractant. C'est donc souvent des opérations beaucoup plus lourdes, avec de la rénovation énergétique. Donc on peut parler d'installation effectivement de production d'énergie, on peut parler d'isolation, on peut parler éventuellement de peinture solaire, on peut parler de remplacement d'équipements, de groupe froid, de chaudière, etc. Et où là on va atteindre du coup des pourcentages d'économie beaucoup plus importants, très, très rapidement les 20%. Et d'ailleurs il y a dans le cadre aussi des aides financières, pour les contrats de performance énergétique, donc avec un engagement supérieur à 20%, il y a la possibilité d'aller bonifier tous les C2E sur le contrat à hauteur de 1,4 pour un engagement à 20%, 1,6 pour un engagement à 30%, etc. Donc voilà un peu pour les outils. Et puis après, quand on parle économie d'énergie, je vais en parler rapidement, mais une économie d'énergie, c'est une consommation d'énergie qui n'existe pas, donc on ne peut pas la mesurer, donc on doit l'estimer. On doit l'estimer donc avec un protocole qui soit opposable juridiquement, et donc pour ça on va forcément parler d'IPMVP, qui est donc le protocole international qui permet de mesurer les économies d'énergie et d'intégrer ça du coup dans un cadre juridique qui est un document opposable, auditable, etc. Très bien. Vous le souhaitez compléter? Je pense qu'il y aura mention des C2E. Je vois qu'Olivier est prêt à partir. Oui, alors la GRS ou garantie de résultats solaires, je l'ai connue quand j'ai démarré le solaire il y a très longtemps. Et c'est ce qui a contribué au succès, et je remercie d'ailleurs l'ADEME, du solaire, parce qu'à l'époque, le solaire était en croissance de 60% par an. Parce qu'effectivement, montrer que ça marche, c'est essentiel. Aujourd'hui, à Solissart, ce qu'on a souhaité, c'est évoluer vers quelque chose de systématique, parce qu'aujourd'hui, ça a été malheureusement abandonné, et de systématique, c'est-à-dire que tous nos chauffages solaires sont équipés d'un suivi embarqué. Un suivi embarqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une carte électronique qui est connectée à notre box et qui va pouvoir envoyer une information à la société qui a installé, ou de maintenance, ou Solissart. Et donc, on a un suivi du bon fonctionnement sur toute la durée de l'installation. Et du coup, on est sûr que l'installation va marcher dans les 30 à 40 ans qui vont suivre. Et ça, c'est dans notre ADN, c'est vraiment ce qu'on a fait dès la création de la société. Merci Olivier. Hakim, sur la garantie de performance? Oui, et puis plus globalement, on l'a entendu à plusieurs reprises, cette dimension du suivi, d'instrumentation pour obtenir des résultats
c'est vraiment aujourd'hui fondamental. Il y a vraiment une montée en puissance de ces pratiques-là. Pourquoi ? Parce que ce que l'on veut, c'est des résultats. Et le décret tertiaire, il faut bien voir que c'est une obligation de résultat, ce n'est pas une obligation de moyens. Et dès le 1er janvier 2030, on devra, du moins les assujettis, montrer les moins 40% d'économie d'énergie sur tous les usages, et y compris l'usage rafraîchissement pour ceux qui l'utilisent. Donc voilà, donc ça c'est fondamental. Et puis sur les contrats de performance énergétique, je veux juste rajouter un point dans les montages. Vous avez évoqué des montages où l'investissement est porté par le contractant, donc par le consortium entreprise de travaux, exploitants, ingénierie, mais il y a aussi une variante et qui est très pratiquée par les collectivités. C'est le marché global de performance où le financement reste porté par la collectivité. On peut imaginer aussi que des privés et des entreprises continuent à apporter le financement, et l'entreprise de services énergétiques, avec sa dimension entreprise de travaux, exploitant, bureau d'études, voire architecte, s'il y a des travaux sur l'enveloppe, sur la façade, et donc on a donc un marché qui est conclu entre le maître d'ouvrage et puis cette équipe prestataire, avec un financement qui peut rester chez le maître d'ouvrage, et sur des durées effectivement de 8 à 10 ans, et qui va chercher effectivement des performances qui sont compatibles avec les exigences du décret tertiaire. Très bien, merci pour ces compléments sur cette notion de garantie de performance du côté SolarPact. Comment est-ce que vous l'avez estimée ? Est-ce qu'elle rentre dans les atouts que vous arrivez à mettre en valeur auprès de vos clients ? Alors, on va dire que la plupart des approches pour SolarPact aujourd'hui, c'est plutôt les bâtiments tertiaires commerciaux. Donc, le contrat de performance, on commence juste un petit peu à en entendre parler, et on voit que ça se réveille, en tout cas pour ces propriétaires de bâtiments, par les obligations, par le fait qu'en effet, ils doivent s'engager avec le décret tertiaire, et surtout aussi parce que ce sont des grands pollueurs, enfin pollueurs entre guillemets bien évidemment, mais ouais, exactement. Et ça y est, ça devient un petit peu dans leur culture, donc ils commencent en effet à passer par des bureaux d'études et à sonder et à faire des diagnostics de tous leurs bâtiments et à trouver des solutions eux-mêmes. Après, en termes d'investissement, c'est clair qu'il y a une autre problématique, c'est qu'en effet, ce sont ceux qui vont devoir payer la note globale totale. Donc, il y a alors grâce à l'ADEME également, et ça je voulais le signaler, depuis fin juillet l'année dernière, la peinture effective est reconnue avec une aide C2E, donc comme étant garante d'économie d'énergie. Donc ça, c'est pour nous un pas énorme, et ça veut dire qu'aujourd'hui le produit il est reconnu, même si on a encore beaucoup de preuves à faire avec des données bien spécifiques et bien factuelles. Mais voilà, le contrat de performance est le sujet, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, de par mes clients, on y vient. Enfin, voilà, Merci. Donc le produit est reconnu, super, bravo. Maintenant, reste à le mettre en œuvre correctement. Et on sait que ces questions de mise en œuvre, de partage des compétences et du geste par les acteurs de la rénovation est un de ces enjeux à adresser lorsqu'on parle de rénovation et de massification. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour justement accompagner également ces volets de formation de la filière, de votre point de vue de fournisseur de solutions, comment voyez-vous ce sujet de la formation de la filière ? Vous parlez des clients, vous parlez des propriétaires de bâtiments. Disons qu'il faut c'est beaucoup de communication, déjà faire connaître des solutions, il en existe beaucoup. C'est compliqué, en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a les compétences, on a un produit qui est reconnu, on a les hommes pour l'appliquer, mais on n'a pas ce pouvoir-là, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait qu'on peut tous s'associer pour en parler, et parler de toutes les solutions qui existent et des résultats et des possibilités, mais seul c'est compliqué, en tout cas pour une société qui innove.
Bien sûr, merci. D'où la nécessité d'accompagnement dont on a parlé tout à l'heure. Sur ce sujet formation, de votre point de vue, chez Solissart par exemple, comment est-ce que vous le traitez? Je sais que vous avez aussi des engagements dans d'autres réseaux qui s'emparent de ces sujets-là. Quelles sont les bonnes visions à partager? Alors, dans la formation, donc, il y a deux aspects. Il y a la formation des professionnels. Donc là, je suis aussi vice-président d'Enerplan en charge de la chaleur solaire. Et donc là, il y a des organismes de formation, Calisol, Calicombi, donc qui forment. Il y a pour le collectif IDEM, pour les bureaux d'études IDEM, donc des qualifications, des outils sur Socol qui sont disponibles. Et pour maintenant les propriétaires des tertiaires, des résidentiels, qu'ils soient individuels ou collectifs, là, il y a de la communication à faire, énormément. Il faut communiquer à tous les niveaux, parce que le solaire thermique, vous posez la question à des gens dans la rue, je pense qu'il y en a 90% déjà qui ne savent pas la différence entre le photovoltaïque et le thermique. Donc ça vous donne un ordre d'enjeu, et ne serait-ce que de connaître la différence, savoir qu'il y en a un qui est produit en France, qui est complètement recyclable, qui est très rentable, qui permet d'autoconsommer 100%, des panneaux qui durent 40 ans, et on peut effacer toute la consommation. Je pense qu'aujourd'hui, on serait beaucoup plus avancé. Merci. L'ADEME, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer sur la formation des filières et l'accompagnement des acteurs du bâtiment? Oui, c'est fondamental. Toutes les filières qui sont promues par l'ADEME, donc au niveau de des filières d'énergie renouvelable thermique. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mon voisin en a parlé déjà, Olivier. Il faut bien voir que la majeure partie des consommations d'énergie, c'est de l'énergie thermique. Et que la logique, du moins c'est une question sur le patrimoine, que ce soit pour le logement ou pour le tertiaire, on est sur une problématique d'isolation et de réduction des besoins et de fourniture d'énergie pour fournir ces besoins-là qui soient la plus décarbonée possible. Donc, donc là, c'est vraiment fondamental. Et pour que ces équipements fonctionnent correctement et qu'on ait du résultat, il faut qu'ils soient bien conçus. Bien dimensionné, qu'on prenne bien le soin d'estimer les besoins, mais il faut aussi qu'ils soient correctement réalisés. Donc il y a tout un processus qualité d'accompagnement de toute la filière, de tous les acteurs, au-delà de la sensibilisation et de la communication de la maîtrise d'ouvrage, mais de l'ingénierie qualifiée. On peut citer tous les signes de qualité de l'OPQUBI, les entreprises, les bureaux d'études qualifiés pour dimensionner des opérations de solaire thermique, de géothermie, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, sur le bois énergie, et puis des entreprises qui réalisent des travaux qui sont RGE, qui sont aussi RGE. Donc il y a dans les référentiels, l'ADEME travaille avec les organismes compétents en la matière pour élaborer des référentiels de formation qui permettent à tous ces acteurs-là de monter en compétences et d'être qualifiés, d'être reconnus et vis-à-vis d'entreprises comme vous, de consommateurs, qui puissent être, que ces prestataires qualifiés soient facilement repérables, lisibles. Et voilà. Merci. Sur cette question de la formation, comment est-ce qu'on peut la traiter dans une entité comme Adviseo? Alors nous, le sujet de la formation, pour être honnête, on ne le traite pas vraiment parce qu'on n'est pas sur le volet de la mise en œuvre. Nous, on est un peu plus en amont. Nos interlocuteurs, ça va être plus les gestionnaires de patrimoine, les responsables énergie. Et donc, on va plutôt être sur le sujet donc, des préconisations, d'avoir une stratégie de rénovation énergétique qui permettent évidemment d'atteindre les objectifs du décret tertiaire, mais qui soit cohérente, pragmatique et viable économiquement. Donc nous, si je devais dire un mot sur ce sujet, c'est plutôt l'accompagnement de ces pilotes, de ces gestionnaires, de ces responsables énergie, parce que aller pondre une stratégie de rénovation énergétique qui répond à tous ces enjeux, mais si elle n'est pas expliquée, si elle n'est pas comprise par la personne en question, derrière il va se retrouver avec un super rapport, mais qu'au final il ne saura pas mettre en œuvre et qui en fait va mourir dans un tiroir et qui sera
pas ou mal utilisés. Donc nous, notre sujet, c'est vraiment plutôt l'accompagnement, la sensibilisation, expliquer notre démarche, expliquer notre méthodo, pour qu'à la fin, notre client se soit approprié ce qu'on a fait et qu'il soit capable de suivre ça dans le temps et que ce soit comme si c'était lui qui l'avait fait en fait. D'accord. Donc c'est... Et est-ce que votre client est l'usager du bâtiment ou est-ce qu'il faut encore embarquer une partie prenante supplémentaire dans ces questions de rénovation ? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, c'est intéressant. Déjà, voilà, quelque chose qu'il faut comprendre, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous, notre approche, ça va être vraiment le 80-20 sur un périmètre de, on va dire, 100 bâtiments. Nous, on ne voit pas l'utilité d'aller faire de la rénovation lourde sur les 100 bâtiments, puisque en se concentrant sur les 20% qui consomment le plus, on va pouvoir avoir le 80% de résultats. Donc ça, c'est vraiment l'approche. Nous, c'est vraiment l'utilisation de la donnée qui va nous permettre d'aller cibler ce 20% sur lequel il faut mettre le paquet. Et après, sur ce 20%, là, on va entrer du coup dans des études beaucoup plus poussées, des études de faisade, de l'audit énergétique, où là, évidemment, on va prendre en compte l'exploitation du bâtiment, le ressenti des occupants, les contraintes techniques, enfin voilà, tout ce qui compose un audit énergétique ou une étude de faisabilité sur la rénovation énergétique lourde. Mais oui, ça, même si c'est pas notre interlocuteur, c'est quelque chose qui rentre en compte évidemment dans cette feuille de route. Très bien. Autre argument auquel l'usager est fortement sensible, c'est l'adaptation au changement climatique, puisque l'évolution des températures fait changer aussi un peu de posture, le regard et les attentes évoluent aussi. Comment est-ce qu'on peut parler de confort d'été lorsqu'on veut vendre une opération de rénovation énergétique? Quels sont les leviers et qu'est-ce qui reste encore à faire pour être sûr d'adresser les bons enjeux? J'ai envie de commencer par le solaire thermique, justement par Olivier. Très bien, donc en fait avec le solaire thermique on peut faire d'une pierre deux coups. C'est une opération qui peut être complémentaire avec ma compagne. Donc un panneau solaire thermique en fait c'est comme un arbre, c'est-à-dire que dessous l'arbre il fait deux choses, il capte cette énergie pour la valoriser, c'est ce qu'on fait avec le panneau thermique, et derrière un panneau thermique il y a de l'isolant, et donc il fait froid derrière un panneau thermique. Et donc, lorsqu'il est mis sur un toit, toute la partie captée par le thermique est évacuée. Et donc, cette partie-là est froide. Donc, ça permet de diminuer les surchauffes qu'on peut avoir sous les combles. Les panneaux peuvent aussi être utilisés en brise-soleil pour diminuer les apports passifs qu'on a moins besoin, c'est-à-dire intersaison et été. Surtout que le solaire thermique apporte des apports actifs qui ont l'avantage de pouvoir être coupés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a satisfait nos besoins de chauffage, on va stocker dans des ballons pour pouvoir avoir une grande autonomie. Et donc ça permet de maîtriser les températures chez soi. Et donc on fait d'une pierre deux coups, on solutionne nos consommations énergétiques et on va réduire les excès de chaleur l'été. Merci sur cette réduction des effets de chaleur, de lutte contre les îlots de chaleur aussi. Oui, alors pour compléter, parce que c'est avec l'adaptation au changement climatique des bâtiments, c'est vraiment la question clé de la fabrication des bâtiments de demain à l'échelle du bâtiment, mais aussi de l'urbanisme. Mais dans la rénovation également, on peut faire beaucoup de choses et c'est un ensemble de solutions qui apportent du résultat, que ce n'est pas un monogeste. Et c'est quand on associe une peinture efficace, un système qui permet de soulager un peu des charges qui arrivent sur une toiture, d'avoir des vitrages qui soient correctement protégés par l'extérieur, d'avoir de l'inertie dans le bâtiment, de pouvoir avoir des stratégies de ventilation naturelle, c'est-à-dire de pouvoir faire rentrer des grandes quantités d'air quand la température extérieure est inférieure à la température d'air dans le bâtiment. Il y a des mesures simples aussi qu'on voit de plus en plus utiliser, des brasseurs d'air, parce que la question du confort, tu évoquais un peu la question, c'est pas qu'une question de température d'air, mais c'est une question de température radioactive des parois. D'ailleurs, on parle de température opérative, c'est un peu la moyenne des deux, mais c'est aussi ce qu'on y fait, c'est aussi la vitesse d'air. Et les brasseurs d'air, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais de pouvoir faire circuler
de l'air entre 0,5 et 1 mètre par seconde, ça vous permet de tenir à des températures plus élevées, intérieures, jusqu'à 28, voire 29, 30 degrés, sans faire fonctionner votre installation de climatisation. Et ça, c'est fondamental, et je terminerai là-dessus, parce que l'ADEME a produit des scénarios 2050, neutralité carbone. Vous savez qu'il y a que la stratégie nationale bas carbone en France, c'est 2050, c'est d'équilibrer pour maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Et on s'attend à ce qu'il y ait une très forte proportion en fait, d'installations, d'équipements de climatisation. Est-ce que c'est compatible avec la neutralité carbone? Nos scénarios montrent que oui, c'est compatible à partir du moment où il y a de la sobriété et un usage qui soit efficace de ces installations. Et tout va se jouer pour la question de la climatisation, sur la manière dont ces équipements vont être utilisés, les températures de consigne. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dans un centre commercial, on climatise à 22, alors que la loi c'est 26. Et les charges de climatisation, voilà, si on arrive à les baisser et qu'on utilise ces équipements-là à bon escient et sur une portion congrue, eh ben, on montre qu'on arrive à atteindre la neutralité carbone. Très bien. Merci. Est-ce que sur cette notion de confort de l'usager, vous souhaitez compléter? Est-ce que vous la modélisez? Comment est-ce que vous l'intégrez? Non, ouais, je pense que... Alors, nous, la notion de confort d'été, on s'y intéresse pas spécialement. C'est quelque chose qu'on va plus modéliser avec des simulations thermiques dynamiques. Nous, dans le cadre d'une stratégie des critères serres, on regarde pas vraiment ça, mais je pense que tout a été dit. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions qui permettent d'améliorer le confort d'été avec les peintures, même les pare-soleil, les brises-soleil, sur les vitres. Il y a aussi des films qui permettent de réfléchir le rayonnement. Aujourd'hui, quand il y a une problématique de confort d'été, la première réponse, c'est vraiment trop souvent l'installation de climatisation qui a sur du gros bâtiment tertiaire, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact, mais sur des bâtiments de petite ou moyenne taille, ça a un impact assez conséquent sur les consommations qui est, de mon point de vue, incompatible pour le coup avec l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Et je pense que compter sur l'utilisation modérée de ces climatisations aujourd'hui, c'est dans la théorie, mais je pense que dans la pratique, on aura beaucoup de mal. Et donc je suis pour ma part un fervent défenseur de ces solutions un peu plus passives plutôt que l'utilisation de climatisation qui en plus ont beaucoup d'impact sur le réchauffement climatique. C'est un peu le serpent qui se mord la queue selon moi. Très bien. Tu veux compléter? Évidemment que la sobriété, c'est la première entrée. Mais si vous regardez aujourd'hui le volume de vente des packs Air, c'est plusieurs centaines de milliers par an. Donc, on ne peut pas non plus, si on fait des scénarios moyen long terme, partir sur un équipement des foyers français à 20 ou 30%. C'est pas vrai. On sait que donc du coup il faut arriver à avoir à accompagner mais réalistement on ne peut pas l'ignorer, je suis d'accord avec vous. La première entrée c'est bien la sobriété, et on n'a pas évoqué, on peut ajouter aussi la végétalisation. C'est que c'est insuffisamment aussi pratiqué. Il faut végétaliser beaucoup plus. On sait que les parcelles qui sont très végétalisées, il y a des écarts très importants de température. On voit bien entre la ville, centre-ville, et puis vous partez à 10-15 km, vous éloignez, il y a 5-6 degrés d'écart de température, même ne serait-ce à Lyon, entre une température mesurée au parc de la Tête d'Or, je vous la juste à côté, et une température sur la presqu'île, il y a parfois 3-4 degrés d'écart. C'est vraiment, donc c'est des investissements qui, de ce point de vue-là, sont payants sur puis plus globalement, pas que sur le confort d'été, mais sur la qualité de vie, le bien-être, et c'est assez fondamental aussi d'aller dans ces voies-là. Qu'est-ce qui manque pour aller plus loin sur la végétalisation de l'innovation? Quelle est la place à laisser justement à des solutions innovantes, que ce soit des solutions innovantes en termes d'usage, d'organisation? Du coup, je me permets de dire juste un mot sur le fonds chaleur, qui est l'instrument principal de financement de l'ADEME.
Sur la chaleur renouvelable, on a vu tout à l'heure l'enjeu très très fort de la chaleur et d'arriver à décarboner, et notamment dans un contexte aujourd'hui de renchérissement des énergies fossiles, la crise internationale sur le gaz, ça ne va pas s'améliorer, et donc il y a un plan résilience, et le fonds chaleur de l'ADEME a été surdoté de 100 millions d'euros pour faire face à cela. Donc on est capable d'accompagner des installations solaires thermiques, des installations qui vont fonctionner au bois énergie, mais aussi des installations de pompe à chaleur géothermale. Et pour reboucler avec la question du rafraîchissement, qui peuvent donc faire à partir de la nappe ou de la sonde apporter du chaud, mais aussi du rafraîchissement, et du rafraîchissement en géocooling. Ça veut dire tirer parti de la fraîcheur d'une nappe qui va autour de 10 degrés, ou d'un sol qui va rester autour d'une quinzaine de degrés pendant la période estivale, un peu moins pendant la saison d'hiver, mais ce qui nous intéresse, c'est plus la saison estivale, et de pouvoir rafraîchir ces bâtiments à la consommation près d'électricité des auxiliaires. Voilà, ça c'est finançable par l'ADEME. Et pour le tertiaire, c'est vraiment, je crois savoir qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises du secteur tertiaire. C'est des solutions qui sont aujourd'hui matures, sur catalogue, et qui peuvent être financées dans des proportions assez importantes. Après, en termes par l'ADEME, 30 à 40% en général des coûts d'investissement. Et sur l'innovation, on a plusieurs appels à projets dans le cadre des programmes investissement d'avenir. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un qui est consacré au système énergétique et traitement de l'air dans le bâtiment, mettre au point des brûleurs plus efficaces, des pompes à chaleur plus efficaces, avec des fluides frigorigènes à faible PRG pour un réchauffement global. Et puis sur ta première question sur la végétalisation, voilà, ça rentre aussi dans la stratégie plus globale ville durable et innovation, dans lequel il y a également des appels à projets de l'ADEME. Je dirais un petit mot sur ces appels à projets tout à l'heure en conclusion. Je donnerai la parole à la salle pour quelques questions tout à l'heure. Pensez à vos questions. En attendant, est-ce que Martin voulait réagir justement sur cette question de place de l'innovation dans vos projets? Comment est-ce que vous les voyez apparaître et comment est-ce que vous pouvez les traiter? Oui. Nous, l'innovation, effectivement, c'est quelque chose qu'on surveille toujours. Après, pour nos clients, dans la perspective d'établir une feuille de route qui soit chiffrée, ambitieuse, parce que moins 40, moins 50, moins 60%, c'est ambitieux, et qui soit réalisable, on attend quand même, nous, de notre côté, d'avoir un certain nombre d'années de retour d'expérience et de retour d'expérience concret sur les solutions avant de les préconiser, on va dire, à grande échelle sur des gros patrimoines. Parce que voilà, il y a, ne serait-ce que pour avoir un retour concret sur les économies, mais aussi globalement sur la faisabilité, et pas aller préconiser ça sur des sites où au final il y a des contraintes techniques qui à une certaine époque n'étaient pas identifiées et qui rendraient en fait la feuille de route caduque. Après, on est toujours très ouvert à aller tester ce genre de solutions innovantes avec nos clients. On a des fonctionnements vraiment en partenariat sur des clients qu'on accompagne depuis plusieurs années, où on teste des solutions innovantes, et ce qui nous permet aussi de nous faire, nous, nos propres retours d'expérience qu'on croit toujours beaucoup plus que la biblio. Merci, dans le cas réel. Et du coup, pour vous, Nanesh Bernard, la question justement de la mesure, on l'a abordée rapidement tout à l'heure avec les C2E. Est-ce que vous voulez nous repréciser un petit peu quelle a été la démarche pour obtenir des C2E, parce que c'est un point clé pour le déploiement des innovations? Alors, notre société n'est pas à l'origine de cette fiche C2E qui a été établie pour dire que la peinture effective était garante d'économie d'énergie. C'est une start-up qui s'est lancée aussi sur le marché, et il y a suffisamment de toitures en France à peindre pour qu'on soit assez nombreux sur le marché, ça c'est pas du tout un problème, qui a été à l'origine du projet avec l'ADEME et qui a présenté le projet au ministère de la Transition écologique, et qui, par leurs études, le peu qu'ils ont pu avoir en termes de retour, a apporté en effet une fiche aujourd'hui qui permet de dégager et d'avoir une aide, certes minime, mais quand même une aide. Mais le grand pas, c'est surtout de se dire que c'est reconnu. Voilà. Moi, je ne suis pas à l'origine du projet, mais pour nous, c'est déjà une très belle victoire
sur cette innovation en France. Certainement. Merci. Et du côté de Solisart, est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mobilisés pour soutenir toutes les innovations qu'ont développées Solisart ces dernières années? Alors, des moyens, oui. Donc, toutes les évolutions des chauffages solaires, là, je peux citer l'ADEME qui a soutenu 2 innovations. Parce que là, on est quand même sur un chauffage solaire innovant, ce qui fait 60% d'économie de plus que les meilleurs technos toujours aujourd'hui. Des campagnes de mesure qui ont été soutenues, parce que le chauffage solaire, on disait que ça marchait très bien à Marseille, mais dès qu'on se déplace au nord, ça ne marche plus. Et donc, il y a eu des ADEME régionales qui ont financé une campagne de mesure pour montrer que ça marche aussi bien en Bretagne. On a eu dans le nord de la France. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie d'énergie ou la production d'énergie par mètre carré de capteur en chauffage solaire est constante de Marseille à Lille. Donc ça marche aussi bien sur tout le territoire français. Alors pourquoi? Puisque toutes les autres technologies baissent, c'est-à-dire qu'un photovoltaïque va produire moins, un chauffe-eau solaire produit moins. La baisse d'ensoleillement, en fait, au fur et à mesure où on se déplace vers le nord, est compensée par une période de chauffage et donc une période de fonctionnement du capteur de plus en plus longue. Et en fait, on économise autant en chauffage solaire de Marseille à Lille. La deuxième chose à savoir, c'est que ce qu'a montré ces mesures, c'est tout l'intérêt du soutien de l'ADEME, c'est que non seulement le retour sur investissement est le même de Marseille à Lille, donc ça montre que c'est hyper intéressant, mais en plus, en chauffage solaire, le fait de marcher à basse température, par rapport à un chauffe-eau solaire qui travaille à haute température, parce qu'on essaie de monter de l'eau chaude à 60 degrés, eh bien, à basse température, on a des meilleurs rendements, et un chauffage solaire produit 60% d'énergie de plus par mètre carré de capteur. Et donc, il a un retour sur investissement qui est 2 fois meilleur, parce que le prix posé baisse avec la surface, et sa productivité augmente. D'où un développement du marché du chauffage à venir en France qui serait considérable. Songez qu'ils en fait 100 fois plus en Allemagne qu'en France. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être dit? Monsieur? Ouais. Attendez, excusez-moi, il faut que je vous donne un micro pour que la question soit enregistrée. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la question que vous posiez sur le solaire thermique, justement. Et j'allais dire sur une maison mal isolée, chaleur basse température, ça veut dire changer tout le réseau de chauffage. Et donc voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Voilà, donc ça c'est une très bonne question. Donc c'est tout l'intérêt des progrès qui ont été faits justement sur cette dernière décennie. Donc la technologie du solaire direct, c'est-à-dire elle permet d'apporter la chaleur directement des capteurs dans les émetteurs, donc radiateurs ou plancher. Et on arrive à avoir maintenant les mêmes performances sur radiateur haute température que sur un plancher chauffant. Alors comment on fait? C'est tout simple. C'est que, par exemple, chez moi, qui suis 100% radiateur, si j'envoie toute la puissance, je travaille à 65 degrés. Les nouvelles technologies récentes, maintenant, on pilote en débit variable et on va pouvoir apporter, mettons, 50% de la chaleur dans les radiateurs. Donc, on va travailler à 40 ou 45 degrés. Et l'autre partie de la chaleur dans les ballons. Et le fait de répartir sur 24 heures cette chaleur qu'on reçoit en 5 heures, eh bien on va pouvoir faire travailler les radiateurs sur 24 heures au lieu de 5 heures. Et donc ça permet de gagner 20 degrés ou 25 degrés. Deuxième intérêt, c'est que le chauffage solaire, il fonctionne que quand il y a du soleil, donc quand il y a du passif. Et quand il y a du passif, eh bien, il y a des surfaces vitrées, donc on a moins besoin de chauffer, puisqu'il y a de l'énergie qui arrive. Et donc personne ne connaît à l'avance la température à laquelle il faut travailler sur un radiateur quand il y a du soleil. Et donc c'est tout le jeu de l'intelligence de la régulation. On va piloter à débit variable. Et si on voit qu'à 50%, eh bien, on a assez, on va rester toute la journée comme ça. Si on voit qu'il faut augmenter un peu, eh bien, on va augmenter un peu le débit dans les radiateurs ou le baisser. Et donc on va optimiser, donc ça s'appelle de l'anticipation météorologique, on va regarder. Et ensuite, par rapport à un plancher chauffant, donc il reste l'inertie à couvrir. Et maintenant, les technologies permettent de stocker la chaleur dans des ballons. C'est de l'eau, c'est renouvelable, recyclable, pour la récupérer le soir ou
Et on arrive à passer comme ça 7 jours en autonomie si la maison est bien isolée. Et le deuxième intérêt, parce que cette question elle pose aussi l'intérêt quand il y a des couverts nuageux, cette technologie du solaire direct permet que quand il y a du couvert nuageux, les capteurs solaires ils sont entre 35 et 50 degrés. Quand il y a un grand soleil, pour vous donner un ordre de grandeur, on peut monter des ballons à 70 degrés, même en plein janvier quand il fait moins 5 dehors. Donc, en fait, là où c'est intéressant, c'est que ça marche en fait même quand il y a des nuages. Et ça, les gens n'en ont pas conscience. Et 40 degrés, mais ça suffit largement sur un réseau radiateur, ou 30 degrés sur un plancher. Ça suffit largement pour nos besoins de chaleur. Merci. On a le temps de prendre 2-3 petites questions. Je crois qu'il y en avait une par là. Je vous remercie par avance de faire des réponses courtes, comme ça on pourra en prendre un plus grand nombre. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour la qualité des échanges. J'aurais une question pour Monsieur Amadou, notamment. Vous parlez du SNBC, du lot CVC sur les actifs tertiaires et immobiliers, qui est visiblement le lot le plus carboné, ou du moins l'enjeu de décarbonation le plus important. Vous parlez d'un mécanisme MaPrimeRénov' qui s'articule parfaitement, qui se cumule parfaitement avec le C2E. Néanmoins, quand on va viser les actifs tertiaires, qui semble être un enjeu fondamental avec le décret tertiaire, on a un fonds chaleur qui, au mieux, s'articule avec les C2E, ce qui est loin d'être cumulable, au pire, n'est même pas articulable. J'aimerais comprendre pourquoi le mécanisme est possible avec MaPrimeRénov', pourquoi il ne l'est pas avec le fonds chaleur, et est-ce que l'ouverture du fonds chaleur que vous avez présenté laisse suggérer une meilleure articulation? Et vous n'êtes pas présenté? Quentin Tardeau, Capital Énergie, groupe Bureau Veritas. D'accord. Moi je travaille en direction régionale, donc je ne suis pas dans les hautes sphères de l'ADEME et en discussion, en négociation avec nos ministères de tutelle. Alors, on a quand même eu, par rapport au précédent fonds chaleur, une avancée où, avant, ce n'était pas du tout cumulable. Maintenant, c'est effectivement le vocable articulable. Mais dans les faits, ça peut être cumulable. C'est-à-dire que si on démontre, donc on a de la marge de manœuvre, si on démontre, alors c'est pour les projets qui sont en analyse économique, donc c'est plutôt des gros projets, ce n'est pas les aides forfaitaires. Voilà, mais moi, je peux vous citer, par exemple, là, on est en train d'équiper l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est 70 000 mètres carrés, qui était tout en gaz et qui passe en géothermie sur Naples. Et les investissements sont importants et on montre que l'aide du fonds chaleur ne permet pas forcément d'atteindre une rentabilité suffisamment attractif pour le maître d'ouvrage et qu'on peut cumuler avec des C2E pour améliorer le rendement financier global des installations. Donc on peut, dans certains cas, montrer par une analyse économique qu'on a intérêt à cumuler et on peut le faire. Et puis par contre, on s'autorise toujours la possibilité de l'articuler, comme vous dites, et de réduire un peu l'aide de l'ADEME en fonction des C2E si on a déjà une bonne rentabilité économique de l'opération et ce n'est pas la peine de surajouter du financement public dont on aura peut-être besoin sur un autre projet. Donc voilà, les choses s'améliorent. C'est moins binaire que pour le logement, où c'est cumulable. MaPrimeRénov' est cumulable, point. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Sur le tertiaire, c'est un petit peu, c'est un petit peu différent. Ouais. Ok, je suis désolée, il y avait j'ai plus le temps que pour une question. Je crois que vous aviez levé la main au début, ou je la donne. Bon, en tout cas, vous restez. On peut continuer les échanges un peu après si vous souhaitez. Merci beaucoup. Véronique Pape, Construction 21. J'avais un commentaire et une question. Je fais une offre de service auprès de vous tous et notamment vous, Monsieur Gaudin. Vous disiez que vous avez besoin d'aide pour montrer des projets exemplaires, etc. Et donc, on a une plateforme web qui est faite pour ça. Donc, je suis à disposition pour en discuter plus en détail, pour vous aider à tout ça et faire connaître les solutions solaires. Et donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le chauffage solaire thermique, donc, si j'ai bien compris, on peut fonctionner avec des radiateurs classiques qui sont branchés sur une chaudière à gaz, par exemple, et un particulier peut bénéficier de MaPrimeRénov', etc. Donc, on est vraiment dans des schémas classiques et ça peut se mettre en place de façon immédiate, c'est ça? Bon. Écoutez, je découvre et j'en suis absolument ravie. On va vous aider à faire connaître tout ça.
Merci à vous. Donc, c'était le mot de la fin, sauf si l'un d'entre vous veut dire juste un mot. C'est bon. Merci à tous les quatre. Merci à vous tous. Merci. Et puis, bon salon. Merci à vous.